Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Euronews Soir, le journal de la rédaction. Voici les titres de ce mercredi. Et à la une ce soir, cet attentat meurtrier en Afghanistan. Au moins 14 personnes sont mortes et 145 autres blessées dans une attaque à la voiture piégée, revendiquée par les talibans. Analyse et témoignages au début de ce journal. Blackout au Cachemire. Depuis l'annonce de la révocation de son autonomie par l'Inde, le pays est coupé du monde et la population confinée. Des manifestations se sont déroulées malgré ce couvre-feu, faisant plusieurs blessés. La déforestation de l'Amazonie au Brésil, quasiment multipliée par 4 en juillet comparé à 2018. Ce sont les chiffres officiels. Une réalité que le président brésilien Jair Bolsonaro semble pourtant vouloir nier. Et puis 5000 ans d'histoire sous le sable. Nous partirons dans la bande de Gaza où des trésors inexplorés ont été retrouvés puis conservés. À la fin de ce journal, vous aussi, vous pourrez les admirer. Mais on commence ce journal par cet attentat à la voiture piégée en Afghanistan qui a fait au moins 14 morts et plus de 140 blessés ce matin dans l'ouest de Kaboul. L'attaque a été revendiquée par les talibans qui refusent de discuter avec le gouvernement central afghan, qualifié de marionnette de Washington. Un attentat qui survient alors que des pourparlers se tiennent justement depuis un an entre talibans et américains dans un contexte de plus en plus sanglant. Récit signé Laurence Alexandre. L'attentat qui a secoué un commissariat de l'ouest de Kaboul a fait 14 morts et 145 blessés. Plusieurs bâtiments totalement détruits, leurs façades affaissées, des murs anti-explosion en ciment réduits en poussière. La déflagration a été énorme. L'attentat a été revendiqué par les talibans qui annoncent qu'il est l'œuvre d'un kamikaze. Le groupe terroriste, la veille de cette attaque, avait appelé à ne pas participer à la présidentielle qui aura lieu fin septembre en Afghanistan. Je conduisais dans le coin quand j'ai entendu une explosion terrible qui a secoué ma voiture. Juste après, j'ai vu les vitres des magasins éclater. Parmi les 14 morts, 10 civils. Les talibans se défendent d'avoir visé des habitants en assurant que la zone était interdite aux civils. Mais bravant la peur des attaques, la population de Kaboul se rendait en masse ce mercredi dans les marchés remplis de victuailles à l'approche de l'Aïd el-Kébir, la plus grande fête musulmane. J'ai entendu un bruit terrible et j'ai été blessé par le verre qui volait, qui a coupé ma jambe et ma main. Le mois de juillet a été le plus meurtrier depuis 2 ans, avec plus de 1500 civils tués ou blessés dans le pays. Communication coupée, déplacement interdit. Le Cachemire indien est totalement coupé du monde depuis l'annonce par l'Inde de la révocation de son autonomie. Des manifestations se sont tenues malgré tout. Elles ont fait 1 mort et plusieurs blessés. Cette région à majorité musulmane, le Pakistan la revendique également. Le pays suspend aujourd'hui le commerce bilatéral avec l'Inde et a expulsé l'ambassadeur indien à Islamabad. Le point sur cette situation explosive avec Fleur Martin. Ce mercredi, les rues de Srinagar sont littéralement désertes. Les boutiques comme les écoles restent closes, Internet et le réseau téléphonique sont coupés et tout rassemblement est interdit. À l'image de la ville muette, voilà 3 jours que l'État du Cachemire indien est coupé du monde, paralysé par un couvre-feu sans précédent. Des forces paramilitaires renforcées patrouillent les avenues quasi vides, un dispositif censé éviter de potentiels débordements après la décision de New Delhi qui a révoqué le statut d'autonomie de la région. Nous ne pouvons pas rester cloîtrés dans nos maisons. Je viens de sortir de chez moi, j'ai juste marché 2 km et on m'a déjà demandé 10 fois où j'allais. Ce mercredi, le Pakistan a annoncé l'expulsion de l'ambassadeur indien à Islamabad ainsi que la suspension du commerce bilatéral avec l'Inde. Le début d'un conflit diplomatique en réaction au décret du gouvernement nationaliste hindou qui a décidé de supprimer l'autonomie constitutionnelle de l'État du Jammu et Cachemire. Cette décision unilatérale risque d'attiser la flamme des séparatistes dans la région. Très peu d'informations filtrent de la province himalayenne, mais des témoignages évoquent des répressions violentes lors de mouvements de contestation. Au moins 1 manifestant est mort après avoir été pourchassé par la police. Les autorités assurent que la situation est sous contrôle. Aux États-Unis, c'est tout un comité d'accueil qui attendait l'arrivée de Donald Trump ce mercredi. Le président américain est arrivé à Dayton, dans l'Ohio, et devait se rendre à El Paso, au Texas. Les 2 villes où 2 fusillades ont fait 31 morts et plus de 60 blessés ce week-end.
Le tireur d'El Paso avait pris pour cible la population hispanique et beaucoup reprochent au président américain d'avoir mis de l'huile sur le feu depuis qu'il est président. À son départ, Donald Trump a réaffirmé que ces tueries n'avaient rien à voir avec lui. Il s'est également prononcé en faveur d'un contrôle des antécédents des acheteurs d'armes, toutefois assez flou. Je vous propose de l'écouter. Je cherche à faire des contrôles des antécédents des personnes. Je pense que ces contrôles sont nécessaires. Je ne veux pas que des armes soient dans les mains de personnes mentalement instables ou pleines de rage, de haine, des gens malades. Je suis en faveur de ça. Elles ont promis le feu pour ceux qui jouent avec le feu. Les autorités de Pékin ont lancé un avertissement glacial aux manifestants à Hong Kong hier. Mais après les fonctionnaires la semaine dernière, des centaines d'avocats sont descendus dans la rue ce mercredi pour soutenir les protestataires. Ils ont marché en silence. Le récit de Cécile Sauzet. Sous un soleil brûlant, les voilà vêtus de noir et silencieux. Ce mercredi à Hong Kong, des centaines d'avocats descendent dans la rue pour la seconde fois seulement depuis le début du mouvement. Ils craignent notamment que les poursuites judiciaires contre les manifestants ne soient utilisées à des fins politiques. Tous réclament des enquêtes indépendantes qui ne soient pas pilotées par Pékin. La communauté judiciaire a peur que les poursuites du ministère de la Justice ne respectent pas le droit. Certains indices sont plutôt alarmants et indiquent qu'il y a des questions politiques en jeu autour de ces procédures. Certaines choses sont aberrantes. Dans une lettre ouverte et anonyme, des procureurs eux-mêmes disent que leurs dirigeants sont motivés par des considérations politiques. La veille, Pékin mettait en garde les contestataires. Ceux qui jouent avec le feu périront par le feu. Mais beaucoup dénoncent une justice 2 poids 2 mesures. Depuis 9 semaines, des dizaines de personnes ont été arrêtées pour émeute, un chef d'accusation passible de 10 ans de prison. Parallèlement, lorsque des membres présumés des triades ont fait 45 blessés le mois dernier, une vingtaine seulement ont été inculpés pour rassemblement illégal. Et puis, autre moyen de transport, cette fois-ci entre Lyon et Turin, la ligne à grande vitesse pourrait bien voir le jour. Le Sénat italien a adopté aujourd'hui 2 motions favorables à la construction de la ligne, censée réduire les transports de marchandises en camion. Le projet, soutenu par une majorité d'Italiens, suscite encore des résistances en raison de son coût et de son impact sur la biodiversité. À propos de l'environnement, justement, partons en Amérique latine. En juillet, la déforestation de l'Amazonie brésilienne a été presque 4 fois supérieure au mois de juillet 2018, selon des chiffres officiels. Et le président brésilien Jair Bolsonaro nie la réalité de ces statistiques. Il y a quelques jours, Ricardo Galvão, le président de l'Institut de recherche qui les publie, a d'ailleurs été limogé. Les explications de Joanne Massard. Plus les mois passent et plus la situation s'aggrave pour la forêt amazonienne. En un an, la dévastation de la plus grande forêt tropicale du monde en territoire brésilien a augmenté de 258%. Les données publiées par l'Institut national de recherche spatiale indiquent qu'en juillet 2019, la déforestation dans la région amazonienne a atteint le niveau record de 2255 km², l'équivalent de plus de 200 000 terrains de football. La semaine dernière, l'exécutif brésilien a contesté l'augmentation de la déforestation. Ce rapport de l'INPE, qui ne correspond pas à la vérité, peut causer un grand dommage à l'image du Brésil. Je pense aussi qu'en approfondissant les rapports, nous verrons si les gens ont révélé ces informations de mauvaise foi afin de nuire au gouvernement actuel, ainsi que d'user l'image du Brésil. Le gouvernement a notamment limogé le directeur de l'INPE, accusé de fournir des chiffres, je cite, mensongers. Depuis la campagne électorale d'octobre dernier, Bolsonaro est en faveur d'une plus grande flexibilité dans les politiques environnementales du Brésil. Ces dernières semaines, l'extrême droite a renforcé son intention d'accorder des licences d'exploitation minière artisanale sur les terres autochtones des États amazoniens pour stimuler l'économie de la région. Eux aussi ont bien besoin d'être entretenus car ils sont les vestiges de plusieurs civilisations à travers 5000 ans d'histoire. La bande de Gaza s'avère être un trésor en partie inexploré à cause des conflits successifs et des pillages. Mais des ONG s'efforcent de poursuivre les fouilles. Jusqu'à 10 000 objets ont pu être répertoriés et conservés. Cécile Sauzet nous ouvre les portes de ce chantier à la découverte de cette richesse préservée. Sous le sable,
Un trésor digne des collections les plus prestigieuses. Ces mosaïques datent du 5e siècle avant Jésus-Christ. Les vestiges d'une église byzantine découverte il y a 23 ans. Avec le monastère de Saint-Hilarion, ce sont les témoins d'une partie de l'histoire immensément riche de la bande de Gaza. Ce site est important pour l'histoire de Gaza, parce qu'il est le reflet de la période chrétienne de Gaza. Mais il y a également d'autres sites qui sont le reflet de la période romaine, de la période grecque, de la période perse, de la période islamique, des périodes omeyyades, des périodes mamelouks. 5000 ans d'histoire que les équipes de l'ONG française Première Urgence Internationale s'efforcent d'épousseter, d'identifier, puis de préserver, grâce à une bourse de 2 millions de dollars du British Council. Vaste chantier, car à Gaza, des décennies de guerre et de tourmentes politiques ont ouvert un boulevard aux pilleurs et aux trafiquants. Walid n'est pas de cela. Ce Palestinien écume les plages et les chantiers à la recherche d'objets anciens. Dans ce musée, 39 ans de travail. J'ai acheté certaines de ces antiquités à des gens qui les collectent parce que ça me tient à cœur. Tout ce que vous voyez ici est le fruit d'efforts personnels. Parfois, j'ai même dû puiser dans l'argent que je réservais à mes enfants. Ces ruines font partie des 5 collections privées de la bande de Gaza. Près de 10 000 objets historiques appartiennent à des particuliers. Ils ont interdiction de les vendre. Mais depuis la prise de pouvoir du Hamas en 2007, les pillages sont courants et les autorités relativement impuissantes dans ce domaine. Le ministère du Tourisme prévoit de construire un grand musée national pour toutes ces pièces. Mais la situation économique, politique et le siège de Gaza nous en empêchent. Ce musée public a ouvert ses portes en 2010. À peine 400 pièces sont exposées ici. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir choisi Euronews. L'information continue tout de suite. Pour ma part, je vous retrouve demain soir. Passez une excellente soirée.